Edwin Auton, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Marie, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, tu es somatothérapeute et tu invites le public à déconstruire ses schémas le samedi 7 février à l'IMS à l'occasion d'une conférence pour apprendre à se libérer des carcans éducatifs et culturels. Vaste programme sur lequel tu vas nous éclairer. Mais avant cela, tu cites le philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous-mêmes, nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Et on peut dire que finalement, cette citation incarne le fondement même de ta conférence et de ton travail plus généralement. Tout à fait. Oui, parce que partant du principe qu'on porte le poids d'un certain nombre de choses que nous avons vécues, et pour moi, cette citation, elle est parlante dans la mesure où elle nous donne le choix, la possibilité vraiment d'être non pas responsable de ce que l'on a vécu, mais responsable de ce qu'on a envie de faire de ce vécu. Voilà. Alors, ta conférence s'adresse à toute personne désireuse de mieux se connaître finalement. Oui. Elle est née de ton observation de notre société, de ses multiples injonctions qui nous empêcheraient d'être pleinement nous-mêmes. Oui. De quelles injonctions parlons-nous exactement ? Alors, il y a les injonctions familiales, donc en fonction de comment on a grandi, dans quel type de cercle familial, quelles étaient les règles familiales. Il y a aussi l'éducation, on va dire, donc des parents ou des grands-parents, ou même, quelles que soient les générations, on n'est pas en train de culpabiliser ou de stigmatiser, quelle que soit la génération qui est en question, mais l'idée, c'est de se dire qu'enfant, quel que soit, on a pu entendre dans notre société antillaise, pas plairer, bon, parler de nous, sortir là, donc des phrases qui, enfant, s'apparentaient à une éducation où il y avait une forme de bienveillance, une forme d'accompagnement à la réalité de la vie, mais il s'avère que dans la psyché, dans l'inconscient, cela ramène à des schémas qui peuvent soit nous limiter, soit nous donner de l'élan, mais en général, c'est plutôt un fonctionnement limitant qui va conditionner les personnes dans leur parcours professionnel ou personnel à réagir ou à penser d'une certaine manière. Finalement, tu te rapproches assez des théories de Freud, qui disait que tout se dessine dès l'enfance. Tout à fait, c'est exactement ça. Et je précise d'ailleurs beaucoup les travaux de Lise Bourbeau, qui fait partie de points d'appui vraiment de ma pratique, où dès l'enfance, on a l'aspect émotionnel qui nous construit, mais on a même l'aspect morphologique, l'aspect aussi de certains mots du corps, MAUX, qui vont se développer au fil du temps, adolescence, âge adulte, etc. Donc, injonction familiale, scolaire, mais aussi culturelle et mémorielle. Aussi. Voilà. Le poids du passé aussi de l'histoire coloniale rend d'autant plus difficile l'extériorisation, l'expression des sentiments ici plus qu'ailleurs. Alors, on va dire que dans notre société antillaise afro-caribéenne, il y a cette spécificité marquée par l'histoire, effectivement, que l'on connaît, où il y a différents types de souffrances qui ont pu être transmises d'une manière ou d'une autre. Déjà, celle qui est plus, on doit dire, d'ordre émotionnel, psychique, et celle qui est plus, on va dire, dans une mémoire au rapport au corps qui peut être un peu difficile en fonction si on a eu une éducation plutôt dure, axée dans la force ou parfois même malgré soi dans la violence. C'est ça, parce qu'en fait, donc, ces éducations créent des manières de fonctionner qui sont induites, dont on n'a pas forcément conscience, mais tu disais aussi des manifestations physiques dans certains cas. Sous quelle forme ? Alors, les manifestations physiques, en fonction de l'histoire de vie, de l'histoire émotionnelle de la personne, c'est là l'héritage, cet héritage est vraiment complexe, parce que ça va vraiment dépendre de l'histoire de vie, de l'environnement. Par exemple, quelqu'un qui s'est senti bridé, retenu, peut potentiellement avoir, à l'âge adulte, des difficultés à poser des limites. Donc, on peut avoir une forme de somatisation au niveau des épaules, une tendance à retenir et à porter. Donc, voire à sombrer peut-être aussi dans certaines addictions. Oui, voilà, dans certaines addictions. Et là, on est aussi dans une forme de support que la personne va essayer de trouver à travers
son mental pour trouver des formes de compensation de cette souffrance, de ce mal-être qu'il n'arrive pas à extérioriser. Tu es toi-même un ancien cadre sous pression, pourrait-on dire. Tu as travaillé dans le milieu du service à la personne et la grande distribution. Deux secteurs, on le sait, qui drainent énormément de stress. C'est aussi cette période de ta vie qui a généré ta propre prise de conscience sur tes schémas limitants? Oui, sur mes schémas, puisque je me suis rendu compte de l'impact en fait, de mon histoire de vie, quand je la mets en lien aussi avec la société dans laquelle nous vivons. Et très vite, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, je suis limité par ce burn-out que j'avais dans le temps. Il fallait trouver une solution, il fallait que je comprenne ce qui se passe. J'avais beau faire certains soins, j'étais toujours au même stade. Et le déclic a été de plutôt chercher les causes au lieu de chercher à mettre un support ou un pansement. Et de là, vraiment est venue la révélation sur l'écoute du corps, la somatisation, qu'est-ce que c'est, les mots, savoir que le corps a une forme de langage, en fait. À chaque partie du corps égale une signification, une indication. Donc, bien évidemment, qui est porteuse de sens symbolique, donc c'est pas un diagnostic, c'est pas un aspect médical de la compréhension, mais ça aide. Ça aide quand on sait qu'on porte, comme je te disais tout à l'heure, ça nous aide à nous dire, je vais essayer de mettre un peu plus de limites dans mon quotidien, dans mes relations et même dans ma façon de faire mes choix. Et tu as donc décidé d'accompagner les autres puisque tu es devenu somatothérapeute. Donc concrètement, pendant tes consultations, c'est ce que tu disais, en fait, tu t'appuies sur le langage corporel et verbal également de tes clients, en fait, finalement, pour décrypter leurs émotions. Oui, tout à fait. Donc, puisque la somatisation fait qu'on a intériorisé, donc le corps manifeste des sensations physiques. Et la somatothérapie, va se baser sur le fait, dans un premier temps, de comprendre l'histoire, comment les émotions se sont répercutées dans la vie. Et on va passer par une première phase où on va faire du décodage, on va établir avec la personne qui consulte une représentation qui sera personnelle, mais qui lui sera propre, qui lui permettra de comprendre ce qu'elle vit. Et après, après avoir mis ce sens sur ces différents mots, on peut extérioriser, verbaliser à travers différents modes d'expression, l'écriture, le dessin, le mouvement, les mises en situation. Tu peux également aussi t'appuyer sur des palpations, des acupressions, des étirements. Quand il y a des manifestations corporelles qui nécessitent qu'on attire plus l'attention sur des formes de mobilisation corporelle ou de soins psychocorporels, on va être sur des étirements, de la respiration, des acupressions pour justement déloger, débloquer les tensions qui maintiennent le corps dans cette somatisation. Quelle est finalement la différence entre un somatothérapeute et un psychologue? Alors moi, je dirais que le psychologue va nous amener à verbaliser pour qu'on puisse se soulager mentalement, psychologiquement, et le somatothérapeute, tel que je suis, va plutôt se baser sur ce que le corps exprime pour pouvoir permettre à la personne de se libérer. Qu'est-ce que l'on gagne concrètement à éventuellement faire ce travail et donc à se libérer de ces fameux schémas? C'est tout d'abord déjà apporter un regard différent sur son vécu, sur son histoire. C'est vraiment aussi déculpabiliser. Et dédramatiser peut-être aussi un peu le poids, justement. Oui, dédramatiser. Je dis déculpabiliser, mais c'est surtout dédramatiser et enfin voir la possibilité, non pas d'être une meilleure version de soi, comme on le dit souvent dans le développement personnel. Moi, je dis surtout pouvoir être soi-même. Parce que déjà, se découvrir, c'est déjà une belle quête, une belle histoire. Donc déjà, se découvrir, vivre avec soi, c'est déjà une bonne chose. Et ça peut être le travail de toute une vie, d'ailleurs. Toute une vie, voilà. C'est ça. C'est déjà un bon début, quand même. Alors justement, parmi tes figures inspirantes, tu l'as déjà cité tout à l'heure, donc l'autrice canadienne Lise Bourbeau, grande prêtresse du développement personnel. Tu as retenu 2 de ses ouvrages en particulier, La puissance de l'acceptation et Qui es-tu ? Oui. Lise Bourbeau, qui est tout de même décriée par une partie du monde médical. Qu'est-ce que toi, tu retires de ces écrits ?
Alors moi, ce que je retiens de ces écrits, que ce sont des repères en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de diagnostic médical. Ça ne doit pas se substituer à la médecine. Ça ne doit pas se substituer à la médecine. Ce sont des repères en fait. Et c'est une façon symbolique de percevoir nos tensions et d'essayer de mettre du sens, des actions pour voir si on arrive à avoir un soulagement. Ce n'est pas une médecine, c'est juste une façon d'être guidé, accompagné sur des compréhensions d'un ensemble de mécanismes émotionnels et même comprendre un peu mieux les blessures. C'est un support, je pense, pour mieux comprendre les différentes blessures qu'on peut avoir. Un support supplémentaire, qui peut être complémentaire. Complémentaire, voilà, tout à fait. Donc on rappelle que tu attends le public ce samedi 7 février à l'Institut martiniquais du sport, donc pour une grande conférence, pour déconstruire ces schémas et oser être soi-même. Il y aura un temps d'échange aussi avec le public. Oui, tout à fait. C'est une conférence qui se veut interactive. Donc il y aura des temps d'échange et c'est vraiment plus une rencontre d'ailleurs qu'une conférence. Pour moi, c'est un temps d'échange et oui, nous pourrons discuter sur certains sujets. Merci beaucoup, Edwin Auton, d'avoir accepté cette invitation et d'être venu donc nous éclairer sur ton métier. Merci. Merci, Marie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.